Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Midi Histoire. Midi Histoire qui s'intéresse aujourd'hui à un thème au cœur de notre actualité, les pensions au XVIIIe siècle. Et notre intervenant est Benoît Carré. Il a donné précisément pour titre à sa conférence d'aujourd'hui « Réformer les pensions au XVIIIe siècle, de la fin de la grâce royale à la naissance du droit à la retraite pour les serviteurs de l'État ». Benoît Carré est un spécialiste de ce sujet car il a consacré sa thèse qu'il a soutenue sous la direction de Marie-Laure Leguet en 2018. Et cette thèse portait sur un sujet très proche de celui qu'il va nous proposer aujourd'hui. Mais bien évidemment, c'était plus long, c'était une thèse. Et cette thèse est en cours de publication actuellement aux éditions du Septentrion et il a obtenu le prix de la thèse de l'école doctorale du service des sciences humaines et sociales. Pardon, j'avais un trou. Et actuellement, Benoît Carré est un chercheur post-doc à l'université de Trèves, où il travaille à un projet européen sous la direction de Damien Tricoire. Il poursuit ses recherches qui portent sur l'économie, les finances, dans la période de l'Ancien Régime, mais également sur les temps du début de la Révolution française. Voilà, je lui laisse la parole. Très bonne conférence à tous et merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, et je commence par remercier évidemment l'IGPDE pour son invitation qui me permet donc de présenter aujourd'hui une partie des conclusions et des apports du travail de thèse que j'avais effectué à l'Université de Lille, donc sous la direction de Marie-Laure Leguet. J'avais soutenu cette thèse de doctorat en avril 2018, comme ça a été rappelé. Et ce travail portait sur l'histoire des pensions de la monarchie française au XVIIIe siècle. Alors en faisant l'histoire de cette dépense, il s'agissait de comprendre un peu plus précisément la nature de l'État monarchique, mais aussi la nature des relations entre la monarchie d'Ancien Régime et ses alliés sociaux. Le XVIIIe siècle correspond à un moment où le service personnel du roi et le service de l'État, par le développement d'un champ bureaucratique autonome, se sont distingués au point d'imposer à la monarchie des critères de gestion de la dépense publique qui pouvaient entrer en contradiction avec les ressorts de l'État dynastique. Les contraintes financières pesant sur la monarchie mettaient en tension des pratiques politiques et culturelles de dépenses qui n'étaient qu'une matérialisation de liens interpersonnels hérités du monde féodal. Sous l'Ancien Régime, une partie importante des revenus de l'État était redistribuée sous forme de pensions, c'est-à-dire de revenus fixes et viagers, à une minorité de la population du royaume. Cette minorité de distingués avait en commun d'avoir servi le roi personnellement ou son État, ou encore d'avoir accompli quelques mérites qui pouvaient appeler une forme de reconnaissance. Au XVIIIe siècle, les pensions de la monarchie avaient atteint une ampleur inégalée en Europe. Certes, le royaume, avec près de 28 millions d'habitants à la veille de la Révolution, était le plus peuplé du continent. Il était aussi considéré comme l'un des plus puissants. Mais les contemporains étaient frappés par le flot de pensions et de grâces pécuniaires du même genre que le roi de France distribuait. Les pensions de la monarchie étaient en effet une grâce royale, un bienfait du souverain. Le droit à la pension n'existait pas en tant que tel. Seule une décision personnelle du roi ou d'un de ses ministres pouvait permettre d'obtenir une telle rémunération. Celle-ci assurait à son bénéficiaire un revenu stable jusqu'à la fin de ses jours, avec l'espoir, parfois, de pouvoir reverser une partie de la somme à sa veuve ou à ses enfants en cas de décès, à condition évidemment que le roi donne son accord. Au-delà de la sécurité économique apportée par une pension royale, il faut insister ici sur le lien symbolique très fort qui unissait le roi à ses fidèles serviteurs à travers cette transaction. Dans un royaume de 28 millions d'habitants en 1789, seules 22 000 personnes recevaient une pension payée par le Trésor royal. C'est à la fois peu à l'échelle du royaume et beaucoup. Irrémédiablement, les pensionnaires de la monarchie se distinguaient du reste du monde par les bienfaits qu'ils recevaient du roi. C'était une décision du roi qui permettait de devenir pensionnaire.
Le brevet de pension, vous en avez un exemple ici, qui attestait de sa grâce, portait la signature du roi, de la main du roi, pour être précis. Ce brevet lui-même matérialisait le lien personnel qui attachait le pensionnaire au roi, car il précisait le motif qui justifiait l'octroi de la pension, souvent en récompense des services rendus à l'État, au roi, ou du zèle auprès de sa personne. 22 000 pensionnaires, c'est évidemment peu par rapport à 28 millions de Français. Mais pourtant, c'était tout à fait considérable pour les finances d'un État du XVIIIe siècle. La gestion de ces milliers de pensions était un défi réel pour une administration royale qui ne comportait que quelques centaines de commis et qui avait tant d'autres choses à gérer. La gestion des pensions, des paiements, des extinctions reposait sur un monde de papier, fait d'épais registres alphabétiques où l'on recopiait les décisions du roi, vous en avez une ici qui s'affiche, reportait le nom des pensionnaires, rayait le nom des pensionnaires décédés. Une petite armée de copistes permettait de dresser des copies des décisions du roi pour que le trésor royal soit informé des nouvelles pensions à payer, mais aussi des ampliations des brevets destinés à être envoyés aux autres départements ministériels pour information. Cependant, le plus grand défi dans la France des Lumières pour les administrateurs de l'État royal n'était pas de mettre en œuvre la gestion routinière des pensions. Produire des papiers et des formulaires était à la portée des bureaucrates d'hier comme d'aujourd'hui. Le vrai défi, c'était de payer à l'échéance et de payer régulièrement. Le royaume de France manquait cruellement de numéraire. Le royaume était riche, mais la matérialisation de cette richesse était contrariée par la rareté de l'argent en tant que métal, dans un royaume qui n'avait pas les mines d'or et d'argent de l'Espagne et qui ne faisait plus confiance à la monnaie de papier depuis la désastreuse et traumatisante expérience de l'eau pendant la Régence. Payer les pensions du roi impliquait de sortir chaque année des caisses du Trésor royal une somme d'argent considérable. En 1781, Necker fit les comptes, le roi de France payait chaque année entre 24 et 28 millions de livres de pension. C'était l'équivalent du budget annuel de la marine, l'équivalent du budget annuel de la cour, c'était entre la moitié et un tiers du budget annuel de la guerre. En 1790, le comité des pensions de l'Assemblée nationale constituante fit remarquer qu'en comptant autrement et en incluant des dépenses équivalentes payées sur d'autres caisses publiques, on pouvait faire monter le chiffre à 54 millions de livres. Payer les pensions du roi impliquait aussi de connaître précisément le montant de ces pensions. Or, jusqu'aux années 1781, le roi et ses ministres ignoraient exactement à combien de millions s'élevait le total de l'ensemble des pensions payées par toutes les caisses par lesquelles transitaient les deniers du roi. On ne connaissait bien que le montant des pensions payées par le seul trésor royal. Le montant des pensions donnait des sueurs froides aux contrôleurs généraux des finances. Or, toucher à cette dépense était toujours un exercice délicat, puisque cette dépense profitait aux alliés sociaux du régime. Il est temps maintenant pour moi donc de préciser qui étaient les pensionnaires de la monarchie. La plupart d'entre eux, la majorité en vérité, étaient des militaires, des officiers militaires, qui avaient servi le roi dans ses armées de terre et de mer. Il s'agissait donc d'une noblesse militaire, de cette noblesse d'épée, pas toujours riche, mais tout à fait attachée à son rang et à sa place dans la société d'ordre. Une noblesse qui versait l'impôt du sang pour le roi et voyait dans ses pensions un contre-don tout à fait naturel. Une relation de vassaux à suzerains, donc. Ils ne recevaient pas des pensions très élevées par rapport à d'autres pensionnaires, mais ces pensions leur permettaient de tenir leur rang en province et de placer leurs enfants, notamment de doter leurs filles et de maintenir un train de vie à peu près noble. Ensuite, on trouvait toutes les personnes qui avaient servi personnellement le roi ou les membres de la famille royale à la cour. Le profil de ces pensionnaires était à l'image du fourre-tout social, pour reprendre l'expression de Jean-François Saulnon, qu'était la cour de France sous l'Ancien Régime. Du garçon de cuisine ou du palefrenier d'écurie à la dame de compagnie ou au grand maître de garde-robe du roi, on trouvait toutes les strates de la société d'Ancien Régime au service du corps du roi. Tous ces officiers et domestiques avaient des pensions pour récompenser leur service. Et là encore, on tentait chaque fois que cela était possible de reverser sa pension à sa veuve ou à ses enfants. Cela représentait donc des milliers de personnes. Et puis, évidemment, au sein des administrations royales, les copistes,
les commis, les garçons de bureau, premiers commis, les intendants des généralités en province, les subdélégués, etc., qui avaient fait vivre le royaume de papier du roi dans les bureaux des ministères, à Paris, à Versailles, dans les intendances en province, tous ces serviteurs de l'État, que nous appellerions aujourd'hui des agents de la fonction publique, recevaient des pensions de retraite après 20 à 25 années de service. Enfin, le roi payait d'énormes pensions aux autres branches de sa dynastie. Les princes du sang recevaient de très généreuses sommes. Vous en avez ici un détail pour l'année 1775, principalement destinées à leur permettre de maintenir un rang digne du sang royal qui coulait dans leurs veines. Une dynastie de secours ne pouvait pas vivre chichement, surtout lorsqu'il s'agissait de la Maison de France. Le roi payait également des subsides plus secrets à ses alliés en Europe, le roi de Suède, le duc des Deux-Ponts, le prince de Nassau-Sarrebruck et l'intendant de Parme. Le roi payait aussi, depuis 1685, des pensions de conversion à troupes protestants qui acceptaient de se convertir au catholicisme. Le roi, en revanche, ne pensionnait pas le clergé, puisque l'Assemblée générale du clergé avait son propre système de pension. Mais rien ne l'empêchait, s'il le souhaitait, de distinguer n'importe quel ecclésiastique de son choix. Le roi payait également des pensions à des établissements religieux. Les académies royales recevaient, elles aussi, des pensions qui profitaient à leurs membres officiels. Le roi pouvait également, là aussi, distinguer des artistes ou des scientifiques en leur accordant une pension royale en complément, qu'ils soient membres d'une académie ou non. Enfin, à tout moment, le roi, car tel était son bon plaisir, pouvait gratifier n'importe lequel de ses sujets. Un maçon qui sauva la vie de Louis XVI, qui manqua de se tuer au début de l'année 1789 en chutant d'un chantier à Versailles, reçut 1200 livres de pension pour lui, à vie, mais à condition qu'il ne change pas son état, c'est-à-dire qu'il reste à sa place dans l'ordre social. Si les femmes mariées ou célibataires ne disposaient pas, dans la société d'Ancien Régime, ne disposaient pas librement de leurs revenus car elles étaient considérées comme mineures, il existait une exception à cette règle et cette exception était une pension du roi. Les pensions royales formaient donc d'une certaine façon une extension du pouvoir thaumaturgique et de justice du roi de France. S'il pouvait guérir les scrofuleux par le toucher, il pouvait aussi sortir n'importe lequel de ses sujets de l'insécurité économique. Avec les pensions royales, la couronne pouvait maintenir l'ordre social en proportionnant les dons au rang et assurer la justice par l'argent en récompensant le service public. Encore fallait-il que l'argent soit là. De la fin du règne de Louis XIV jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, payer les pensions fut toujours un immense défi pour la monarchie. Le contrôle général des finances ne cessa de proposer des réformes, parfois très innovantes, pour contenir le montant des pensions, voire le réduire, et faciliter la gestion courante et l'ensemble des versements. La culture gestionnaire et comptable des bureaux du contrôle général des finances se heurtait à la nature profonde du régime monarchique. Puisque le roi, c'était son devoir, devait être libéral dans le sens généreux. Le roi devait faire des dons, c'était son rôle social. Le roi devait soutenir ses serviteurs, le roi devait dépenser. La valeur symbolique du don en société, qui faisait de tout don un don de Dieu, était incompatible avec un raisonnement boutiquier et bourgeois de thésaurisation et de capitalisation, a fortiori lorsqu'il s'agissait d'un don du roi. Les pensions de la monarchie n'exprimaient pas seulement la générosité du roi, sa justice ou sa charité chrétienne, elles étaient aussi une manifestation de sa puissance et de la richesse de son royaume aux yeux de l'Europe et du monde. En 1715, les pensions royales s'élevaient à environ 7 millions de livres. En 1790, on les estimait entre 29 et 32 millions de livres. Évidemment, entre-temps, la population du royaume, sa richesse, le budget de l'État avaient augmenté, ce qui peut expliquer cette augmentation, du même que la dette. Ce que je tiens à dire dans le cadre de cette conférence, c'est que dès le début du XVIIIe siècle, l'État royal disposait de tous les outils intellectuels et pratiques pour gérer correctement les pensions. Le problème n'était pas là. Il était politique et social. Régulièrement,
le contrôle général des finances a proposé au roi une panoplie de solutions pour pérenniser d'un point de vue strictement comptable son système de grâce royale pécuniaire. Et systématiquement, elles furent amendées par le pouvoir politique de manière à préserver les alliés sociaux du régime et la capacité distributive du roi et de ses ministres. Quand une conjoncture favorable permettait de mettre en place des réformes structurelles, souvent celles-ci demeurèrent inachevées faute de stabilité politique. Le renvoi d'un ministre pouvait tout arrêter. À cela s'ajoutaient les rivalités et l'absence de solidarité ministérielle entre les différents secrétaires d'État et le contrôleur général des finances. Les ministres de la guerre, de la marine, de la cour et des affaires étrangères regardaient toujours d'un mauvais œil tout regard exercé par le contrôle général des finances sur leurs dépenses. Réformer les pensions au XVIIIe siècle, cela revenait souvent à en réduire le montant. Ce poste de dépense fit souvent office de variable d'ajustement budgétaire. Le paiement des pensions était souvent suspendu en temps de guerre, de manière à permettre au Trésor royal de garder le plus possible son numéraire afin de payer les fournisseurs aux armées. Une fois les guerres terminées, les retards accumulés dans le paiement des pensions, qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs années, avaient transformé celle-ci en une dette dite criarde, et il était impossible pour la couronne de régulariser les paiements sans au préalable envisager de réduire les montants. Ce fut notamment le cas au lendemain de la guerre de succession d'Espagne en 1713, un des conflits les plus durs, les plus longs et les plus ruineux que connut le royaume de France à l'époque moderne. À la mort de Louis XIV en 1715, la situation financière était catastrophique, le désordre introduit par la guerre était loin d'être réglé. Le régent, Philippe d'Orléans, et le conseil de régence décidèrent de mettre la priorité sur la vérification et le paiement des dettes et d'attendre un peu avant de prendre une décision vis-à-vis des pensions. Cependant, dès la fin de l'année 1716, les commis du contrôle général des finances se firent de plus en plus pressants. Il convenait de trouver une solution pour régler l'arriéré des pensions du règne de Louis XIV et surtout décider si le nouveau roi poursuivrait le paiement de grâces pécuniaires qui avaient été accordées par son prédécesseur. Noailles, qui en tant que président du Conseil des finances avait l'initiative en cette matière, finit par proposer un plan qui fut approuvé en Conseil de régence au début de l'année 1717. Cette première réforme des pensions était très ambitieuse et innovante à plusieurs titres. Le Conseil de régence, présidé par le duc d'Orléans, que vous voyez ici à droite, considéra que les pensions accordées par Louis XIV étaient des dettes de l'État et qu'elles devaient être maintenues et réglées. Philippe d'Orléans aurait tout à fait pu invoquer un argument juridique pour se débarrasser d'un seul coup de toutes les pensions accordées sous le règne de Louis XIV. En effet, la quasi-totalité des grâces pécuniaires du feu roi Soleil n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement à la Chambre des comptes par lettre patente et avait été accordée en vertu de la décision prise seule par le roi Louis XIV au début de son règne personnel de prendre lui-même soin de ses propres finances. On pouvait tout à fait considérer ces pensions comme éteintes en même temps que le roi. Le régent prit au contraire la décision de reconnaître ces pensions comme dues. C'était un moyen habile de ménager politiquement la noblesse. Après avoir laissé planer l'incertitude, Philippe d'Orléans prenait une décision rassurante. Rappelons que, dès le début de la Régence, Philippe d'Orléans s'était accaparé le pouvoir de faire des grâces qu'il avait refusé de partager avec le Conseil de Régence. Non seulement les pensions accordées par Louis XIV ne seraient pas supprimées, mais leur paiement pourrait bientôt reprendre. Celui-ci avait été suspendu du fait de la guerre et n'avait pas vraiment repris depuis, à part pour le tout premier cercle des membres de la famille royale. En revanche, le contrôle général des finances avait été clair sur ce point. Une diminution des montants s'imposait. Comment faire ? Les commis du contrôle général des finances eurent l'idée d'imposer les pensions par des retenues à la source déterminées par un barème progressif. C'était ingénieux car il suffisait de connaître le montant brut de la pension, une donnée dont le Trésor royal et les autres caisses payeuses disposaient,
pour appliquer la retenue correspondante. Le plus difficile restait de combiner les objectifs d'économie avec la répartition de l'effort. Le contrôle général des finances élabora plusieurs scénarios qui tous avaient en commun d'aller crescendo dans la ponction et d'imposer des retenues plus élevées sur les pensions les plus élevées. La plupart des pistes imaginées prévoyaient un prélèvement d'un dixième, c'est-à-dire 10%, sur les pensions les plus petites. Et les commis n'hésitèrent pas, dans certains cas, à proposer d'amputer de la moitié de leur montant les pensions les plus élevées, ce qui impliquait de toucher aux pensions des princes du sang. La déclaration du 30 janvier 1717 mit donc en place un barème de retenue qui, à mains égards, était beaucoup moins ambitieux que ce que les commis du contrôle général des finances avaient pu imaginer au préalable. Le pouvoir politique décida que plusieurs catégories socio-professionnelles seraient épargnées par les retenues. Les princes du sang, les officiers civils et militaires de la maison du roi n'étaient pas concernés par le barème. Cela revenait à faire une exception pour la cour et les personnes chargées de servir et de veiller sur la sécurité du jeune roi. La décision se comprend mieux quand on sait que le Conseil de Régence et les autres conseils de gouvernement créés par Philippe d'Orléans dans le cadre de la polysynodie rassemblaient les princes du sang et la haute aristocratie. Les pensions inférieures à 600 livres, les plus petites donc, mais aussi les plus nombreuses, étaient également épargnées par les retenues. On comprend que le régent n'ait pas cherché à frapper les revenus d'une noblesse militaire de province réputée pauvre et qui avait servi pendant les dernières guerres. Alors que le roi était mineur, de santé fragile, il aurait été malvenu politiquement de se mettre à dos l'armée. Cependant, ces considérations politiques furent rapidement révisées, quelques mois plus tard, face aux besoins financiers de l'État. En effet, dès l'été 1717, par l'édit d'août 1717 pour être précis, une partie des exemptions prévues en janvier furent corrigées, amendées. On décida finalement d'imposer malgré tout une retenue de 10% à toutes les pensions inférieures à 3000 livres, y compris donc celles inférieures à 600 livres, et d'ajouter une retenue de 20% à toutes celles supérieures à 3000 livres. Cette fois-ci, les pensions des princes du sang furent également visées afin de donner l'exemple. On ne peut s'empêcher de penser également que le régent ait pu chercher par là, en pleine querelle des princes légitimés, alors que les princes du sang et les bâtards légitimés de Louis XIV s'affrontaient sur la place publique, sur des sujets éminemment régaliens, à rappeler qui était le maître et qui tenait les cordons de la bourse. La politique d'économie initiée par le duc de Noailles fut de courte durée. Au début de l'année 1720, toutes les retenues qui avaient été mises en place en 1717 furent supprimées par un arrêt du Conseil d'État du roi qui maintenait uniquement une retenue d'un dixième sur les pensions. La compagnie et la banque créée par l'Écossais John Law, ou Jean Lasse, comme on le disait à l'époque, faisaient alors des merveilles. Dès 1719, sur proposition de Law, la Compagnie des Indes avait commencé à remplacer le Trésor royal dans le paiement des pensionnaires qui le souhaitaient. Au cours de l'été 1719, la Compagnie des Indes prit en charge le paiement des pensions qui n'étaient plus payées en numéraire mais avec des actions de la compagnie. Le régent se mit en outre à accorder de nouvelles pensions, souvent très élevées, à son entourage et ce à tour de bras. Le duc de Noailles avait démissionné depuis le mois de janvier 1718 et sa politique ne lui avait pas survécu longtemps. Pourtant, au lendemain de la banqueroute de Law, on revint petit à petit aux réformes imaginées par Noailles au début de la Régence. Le barème de retenue sur les pensions fut notamment un outil régulièrement utilisé par la monarchie au cours du XVIIIe siècle pour réduire immédiatement le montant des pensions. C'était un moyen de faire rapidement des économies, de maintenir du numéraire dans les caisses des trésoriers du roi, et le barème progressif permettait en outre d'envelopper ces réformes d'un esprit de justice. Dès 1725, un nouveau barème de retenue fut mis en œuvre par Daudin, le nouveau contrôleur général des finances, qui eut la lourde charge de liquider le système de John Law et de revenir à une gestion plus classique des finances royales. Cependant, le procédé était très impopulaire,
on le comprend, auprès des pensionnaires, puisqu'il revenait à amputer leurs revenus et à fragiliser leur capacité à rembourser leurs propres dettes. Le paiement des pensions, comme celui des rentes, permettait souvent de régler les gages domestiques et les ardoises auprès des fournisseurs, et permettait de maintenir un train de vie noble pour eux et leurs enfants. Le roi répugnait donc généralement à recourir aux retenues, qui altéraient le lien symbolique entre sa personne et sa noblesse. En 1770, Terray, le dernier contrôleur général des finances de Louis XV, mit en œuvre un nouveau barème de retenue dans le cadre d'une politique globale de réduction des dépenses de l'État. Rappelons que Terray avait mis également en place une banqueroute partielle de l'État en diminuant arbitrairement le taux des rentes sur les emprunts publics. Le ministre fut particulièrement détesté au sein des élites du royaume et enseveli sous la calomnie dès après la mort du roi. Au début de son règne, Louis XVI tint à supprimer, dès que possible, les retenues qui avaient été mises en place par Terray, et le nouveau roi refusa longtemps de recourir à la mise en place d'un nouveau barème de retenue sur les pensions. Il fallut attendre 1787 pour que le roi consentît à recourir de nouveau à cet outil. Entre-temps, il est vrai, les réformes de Necker avaient permis de connaître le montant réel des pensions royales. C'est une donnée qui est tout à fait incroyable, mais pourtant bien authentique. Jusqu'au début des années 1781, le roi et ses ministres ignoraient précisément combien les pensions coûtaient à l'État. Évidemment, on connaissait le montant des pensions payées directement par le Trésor royal. Ce montant s'élevait à environ 10 millions de livres à la fin du règne de Louis XV. Mais le Trésor royal n'était pas la seule caisse à payer des pensions. Les trésoriers de chaque département ministériel avaient également des millions de livres de pensions à régler dans leur comptabilité. Il était également courant d'assigner des pensions sur des caisses locales, directement sur des recettes fiscales, déduites du produit à verser au Trésor. À la cour, c'était encore pire puisque chaque service curial avait son propre ordonnateur et on trouvait des pensions éparpillées sur toutes les caisses de tous ces services. Il était impossible de mener une gestion cohérente d'une telle dépense face à une telle dispersion. Et on savait bien, au contrôle général des finances, qu'il y avait des pensions à peu près sur toutes les caisses par lesquelles transitaient les deniers du roi. On savait aussi que certains pensionnaires émargeaient sur plusieurs caisses et avaient plusieurs pensions royales. Les retenues mises en place par Terray étaient donc condamnées à rapporter peu au Trésor, car par définition, elles ne s'appliquaient qu'aux seules pensions payées par le Trésor et épargnaient toutes celles qui figuraient dans l'angle mort comptable de la monarchie. Necker, quand il devint directeur du Trésor en 1776, puis directeur général des finances en 1777, devait savoir qu'il était inutile de chercher à réduire le montant des pensions royales tant que des réformes structurelles importantes n'avaient pas été mises en œuvre. Son premier ministère, de 1777 à 1781, fut marqué par une politique de réduction des gaspillages, mais aussi par des réformes structurelles destinées à rassurer les prêteurs de la monarchie sur la capacité de la France à rembourser la dette de la guerre qu'elle était en train de mener. Il s'attaqua aux pensions en lançant un immense chantier qui visait à rassembler sur une seule et même caisse, à savoir le seul Trésor royal, toutes les pensions accordées par le roi ou ses ministres. Louis XVI commença par ordonner que toute nouvelle pension serait désormais payée au Trésor royal. Puis en 1778, Necker se lança dans la centralisation du paiement de toutes les pensions, nouvelles et anciennes, au Trésor royal. La plupart des secrétaires d'État ne firent pas de difficultés et acceptèrent la translation des pensions de leur ministère vers le Trésor. C'était un changement d'imputation comptable qui soulageait de plusieurs millions les dépenses de leur département. En outre, Necker avait habilement refusé, du moins dans un premier temps, d'encadrer leur capacité de proposer au roi le nom de nouveaux pensionnaires. Pour le dire autrement, Necker ne touchait pas au robinet de la dépense, il ne faisait que redessiner la carte des canaux d'écoulement. En revanche, le secrétaire de la Maison du Roi, le secrétaire d'État de la Maison du Roi, Amelot, fit de la résistance. Il était scandalisé de voir d'anciens serviteurs du roi et de la famille royale se retrouver confondus avec des commis de bureau et des militaires.
Necker ambitionnait en effet de rassembler tous les pensionnaires de la monarchie sur une seule et même liste. En cela, il avait ressuscité un projet d'état général des pensions qui avait été imaginé au temps d'Adrien Maurice de Noailles sous la Régence. Les protestations d'Amelot furent superbement ignorées par Louis XVI. Isolé, le secrétaire d'État à la maison du roi a dû céder, perdit son arbitrage, pour le dire autrement, et Necker put mener à bien son ambitieuse réforme. Necker entendait également renouveler la totalité des brevets de pension. Les pensionnaires devaient envoyer toutes les preuves de l'authenticité de leur pension dans les bureaux des ministères, de manière à procéder premièrement au rassemblement de toutes les différentes pensions sur un brevet unique, et deuxièmement à l'établissement et à l'expédition de leur nouveau brevet. Cela impliquait un important travail de coordination entre les bureaux d'administration ministérielle différentes, qui étaient en partie localisés à Versailles et à Paris. Surtout, cela impliquait un immense travail de collecte auprès des pensionnaires. Tous les trésoriers payeurs furent donc sommés par Bertrand Dufresne, le bras droit de Necker, de transmettre des instructions aux pensionnaires qui figuraient dans leur liste et surtout de leur demander de remplir un modèle de déclaration qui obligeait les pensionnaires du roi à déclarer toutes leurs pensions. Une sorte d'embryon de déclaration sur le revenu, si vous voulez. Le contrôle général des finances et le Trésor royal allaient enfin avoir un regard sur l'ensemble des pensions et des grâces viagères payées par les finances royales. Avec le renouvellement des brevets, Necker voulait aussi faciliter les paiements des pensions. Jusqu'alors, le pensionnaire devait attendre de recevoir une ordonnance signée de la main du roi et d'un secrétaire d'État pour aller ensuite se présenter auprès du garde du Trésor royal afin de recevoir leur pension. Cela impliquait chaque année pour les bureaux un travail considérable et des signatures par milliers pour les ministres. En rassemblant toutes les pensions sur une seule et même liste, sur une seule et même caisse, les pensionnaires pourraient désormais aller se faire payer à l'échéance sur présentation de leur brevet et d'un simple certificat de vie qui valait preuve de vie ou pièce d'identité. Le plus gros de l'opération de renouvellement des brevets et de centralisation des pensions au Trésor royal occupa toute l'année 1779 et toute l'année 1780. Au début de l'année 1781, le travail n'était pas encore tout à fait terminé, mais Necker fut en mesure de publier une première estimation du montant réel des pensions royales. De 10 millions de livres, montant connu, on passait à 28 millions de livres. Le montant était considérable, jugé excessif par Necker. Il surprit le roi. Surtout, pour la première fois de l'histoire de la monarchie, le détail des dépenses avait été rendu public. En publiant son compte-rendu au roi, Necker avait donné au public le montant des pensions, celui de la cour et surtout le montant des dépenses payées chaque année aux frères du roi. On commençait à le soupçonner d'avoir voulu choquer l'opinion publique pour mieux pouvoir opérer une nouvelle réduction des pensions. Des rumeurs d'une nouvelle diminution commencèrent à circuler à la cour. Necker fut renversé et en mai 1781, il n'était plus à la tête des finances. On se contenta de poursuivre lentement le travail de renouvellement des brevets. En 1783, Calonne devint contrôleur général des finances, effaça les dettes des frères du roi avec les fonds secrets de la monarchie et distribua beaucoup de pensions, mais ne fit rien, du moins pas pendant les premières années de son ministère, pour tenter de réduire l'énorme somme engloutie chaque année dans les pensions de la monarchie. En 1784, Necker, du fond de son exil, publia un autre ouvrage sur les finances du royaume de France intitulé « De l'administration des finances de la France », dans lequel il expliqua comment il fallait, selon lui, parvenir à la réduction progressive du montant des pensions. Contrairement à ce qui s'était fait jusqu'à présent, Necker ne proposait pas d'établir un barème de retenue sur les pensions. Il proposait au contraire d'encadrer la distribution. Il suffisait d'accorder moins de pensions chaque année qu'il n'y avait de pensions éteintes par le décès des pensionnaires. Progressivement, en s'en tenant à ce plafonnement, on parviendrait à réduire le montant des pensions. L'idée de Necker était séduisante, mais elle menaçait de produire beaucoup d'insatisfaction au sein de la noblesse.
C'était notamment chez les militaires prendre le risque de réduire la somme des récompenses disponibles alors que la démographie faisait croître le nombre de prétendants aux grâces et aux récompenses du monarque. Surtout, cela revenait à compter sur la capacité des ministres et du roi à brider leur propre libéralité. C'est en 1786 que Calonne prit vraiment conscience de l'ampleur du déficit de l'État. Comme d'habitude, les pensions firent office de variable d'ajustement budgétaire, et par le règlement du 28 mai 1786, Calonne ne mit pas en place des retenues, mais mit en place des quotas entre les ministères afin de répartir et de limiter le montant des nouvelles pensions à distribuer chaque année. Déjà l'année précédente, il avait été décidé de limiter aux 2/3 des extinctions le montant des nouvelles pensions. Mais rien n'avait vraiment été cadré ni chiffré. En 1786, le règlement du 28 mai vint encadrer les choses plus précisément. On avait estimé le montant des extinctions annuelles entre 900 000 et 990 000 livres. Cela laissait entre 600 000 et 660 000 livres de pensions nouvelles à accorder chaque année, si on s'en tenait à cette règle des 2/3. Le département de la guerre distribuerait plus de la moitié de cette somme. Le projet de quota de Calonne avait été soumis à tous les ministres concernés. S'ils consentaient à la nécessité de mettre en place un encadrement de la libéralité royale, Ségur pour la guerre et Castries pour la marine soulignaient qu'il deviendrait difficile de satisfaire tout le monde. Cet encadrement allait faire des déçus au sein de l'armée et de la marine. L'année suivante, en 1787, l'échec de la première assemblée des notables fit chuter Calonne. Devenu principal ministre, Loménie de Brienne mit en place des mesures qui devaient encadrer plus sévèrement encore la distribution des pensions. Tout était bon alors pour convaincre les parlements et les rentiers de la monarchie que celle-ci agissait réellement pour réduire ses dépenses. Par l'arrêt du 13 octobre 1787, le roi s'engagea à ne plus accorder de nouvelles pensions qu'à hauteur de la moitié des extinctions, et ce jusqu'à ce que le montant annuel des pensions soit réduit à 15 millions de livres. On ne donnerait donc plus que pour 450 000 livres de nouvelles pensions en 1788. La faillite de nombreux trésoriers en 1787 poussa également la couronne à revenir à la mise en place d'un barème de retenue, annoncé comme provisoire et qui devait ponctionner les pensions de 1788 à 1792 inclus, soit pendant 5 ans. Il s'agissait autant de faire des économies que de garder le numéraire dans les caisses du Trésor royal. La couronne accepta même de promettre que la liste des nouveaux pensionnaires serait rendue publique. C'était une concession énorme faite aux parlementaires et c'était une altération du secret des finances qui nimbait d'une aura de mystère toutes les opérations financières du roi sous l'Ancien Régime. Les ministres étaient également invités à mettre en place des règlements pour mieux encadrer la distribution des grâces royales au sein de leur département. En juin 1788, le département de la Marine se dota ainsi d'un règlement qui fixait à 20 années de service la durée minimum avant de pouvoir réclamer une pension. Petit à petit, et face à la crise des finances royales, la libéralité du roi avait été encadrée, régulée, organisée, limitée. Mais les frustrations, l'insatisfaction et le sentiment que les efforts étaient inégalement répartis fracturaient la noblesse et les élites sur la question des pensions. Le 5 mai 1789, au moment où Necker, rappelé à la tête des finances depuis la fin de l'été 1788, prononça son discours fleuve sur la situation financière de la France devant les 1200 députés des États généraux réunis à Versailles, la réforme des pensions était faite, du moins sur le papier. La monarchie était parvenue à se doter des outils pour enfin encadrer la distribution des grâces pécuniaires, rassembler les pensions sur une seule et même caisse, réduire progressivement le montant global des pensions et faire connaître aux magistrats la liste des nouvelles pensions accordées chaque année. En vérité, cette liste n'avait jamais été transmise. À en croire Necker, si l'on voulait réduire le déficit de l'État, ce n'était vraiment pas du côté des pensions qu'il fallait regarder. Or, c'était bien de ce côté-là qu'une partie de la noblesse, qui s'estimait lésée, et les députés du tiers, qui voulaient savoir si des économies supplémentaires n'étaient pas possibles, comptaient au contraire jeter un regard inquisiteur sur les dépenses de la monarchie.
Dès le 10 juillet 1789, avant la prise de la Bastille, les députés de l'Assemblée nationale constituante décidèrent de former un comité des finances chargé de traquer les abus dans les dépenses de l'État. On chercha dans un premier temps à rendre publique la liste nominative des pensions. C'était une demande qui figurait dans la plupart des cahiers de doléances de la noblesse provinciale. Les militaires soupçonnaient en effet l'aristocratie de cour de cumuler les plus fortes pensions au détriment de la petite noblesse qui avait combattu sur les champs de bataille. La situation devint beaucoup plus tendue en novembre 1789, quand l'Assemblée nationale commença à rendre publique la liste nominative des pensions, en commençant par la liste de tous ceux qui touchaient plus de 20 000 livres par an. La colère se mêla à l'écœurement. La presse patriotique n'eut pas de mots assez durs envers cette haute aristocratie de cour qui se gavait littéralement de pensions sans aucun mérite. Les officiers de l'armée et de la marine, qui devaient généralement se contenter de 600 livres de pension la plupart du temps, s'allièrent aux députés du tiers-État pour faire un sort au système de grâce royale de la monarchie. Il était temps de mener l'enquête et de voir jusqu'où la dilapidation et les abus pouvaient aller. Surtout, il était temps d'établir des règles claires pour garantir aux serviteurs de l'État la reconnaissance de la nation et calculer le montant des pensions en fonction du nombre d'années de service et non en fonction de l'habileté des uns et des autres à entrer dans la faveur de tel ou tel ministre. Après d'âpres et de violents débats qui agitèrent les séances de l'Assemblée nationale lors des derniers jours de l'année 1789 et des premiers jours de l'année 1790, les députés votèrent un décret décisif le 4 janvier qui suspendait provisoirement le montant des pensions jusqu'à l'été, le temps qu'un nouveau comité formé de députés puisse enquêter sur les abus et établir de nouvelles règles pour la distribution des pensions. Ce décret fut extrêmement mal reçu dans les salons parisiens. Les élites pensionnées étaient au désespoir. Pourtant, l'Assemblée n'avait pas suspendu le paiement de l'arriéré, qui était simplement plafonné à 3 000 livres. Pour les pensionnaires âgés de plus de 70 ans, le plafond était même relevé à 12 000. Le public se moquait de ces pensionnaires qui se plaignaient de ne pas pouvoir vivre avec 3 000 livres par an. Le député du tiers-État, Adrien Duquesnoy, rapporte le ridicule de ses collègues députés qui se plaignirent de ne pas pouvoir vivre avec 3 000 livres. Je cite Adrien Duquesnoy. « Ce n'est pas sans de grandes réclamations qu'on a obtenu cet article. Mais, disait-on, comment vivre avec 3 000 livres? Il faudra renvoyer ces gens, faire perdre ces ouvriers. » C'est le langage ordinaire de ceux qui, nourris du sang des peuples, croient qu'ils font infiniment de bien en entretenant une livrée nombreuse, en alimentant le luxe et la débauche. Quel est donc l'homme à qui 1000 écus ne suffisent pas pour tous ses besoins? Fin de citation. Le désespoir des pensionnaires, que vous voyez représenté ici, fut tel qu'il inspira une estampe à un des illustrateurs du journal de Camille Desmoulins, Les Révolutions de France et de Brabant. Le décret du 4 janvier 1790 fut même reproduit sur des éventails sur lesquels avaient également été reproduites les stampes montrant le désespoir des pensionnaires. Le décret de l'Assemblée nationale avait également suspendu les pensions des émigrés qui avaient quitté le royaume dès le lendemain de la prise de la Bastille. Un poème moqua le prince de Lambesc, un aristocrate proche de la reine qui était détesté des Parisiens depuis le 12 juillet 1789, jour lors duquel il avait réprimé, avec son régiment de dragons, une manifestation au jardin des Tuileries. Lambesc était devenu le symbole de la violence à laquelle les Parisiens avaient échappé en prenant les armes. Un poète libelliste l'imagina écumant de rage en apprenant que sa pension avait été suspendue. Je cite le poème. « L'impétueux Lambesc, bouillant et plein de feu, jure, grince les dents, menace et dit, marbleu, ah, je vous apprendrai, canaille sotte et lâche, comme un prince lorrain agit quand il se fâche. Vous voulez me couper les vivres, m'apprend-on. Par Saint-Barthélemy, l'honneur de ma maison, je vous écorcherai, vous, vos enfants, vos femmes, et j'anéantirai tous ces décrets infâmes, qui suppriment ainsi, sans rime ni raison, une pension due à l'éclat de mon nom. J'en atteste ce faire, l'effroi des Tuileries. » Fin de citation. Le comité des pensions de l'Assemblée nationale constituante rendit son travail à partir du début du mois de juillet 1790. Un mois plus tard, l'Assemblée vota, par le décret des 3 et 4 août, le premier texte établissant les pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l'État. Par la sanction du roi, ce texte devint la loi du 22 août
1790. Certains de ces articles furent en vigueur jusqu'au début du XXe siècle. Son premier article donne le ton général de cette vaste réforme. Je le cite. « L'État doit récompenser les services rendus au corps social quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance. La nation doit aussi payer aux citoyens le prix des sacrifices qu'ils ont faits à l'utilité publique. » Fin de citation. La noblesse militaire était attachée à cette notion de mérite car elle souhaitait que les pensions des officiers soient garanties en fonction de leur service réel et non de leur capacité à avoir des appuis à la cour ou auprès des ministres. La loi du 22 août 1790 fit disparaître le système de grâce royale de la monarchie pour le remplacer par un système de retraite de la fonction publique d'État. La pension de retraite était garantie en fonction de la durée effective des services et de la disponibilité des fonds. Surtout, les critères étaient désormais clairs pour empêcher tout arbitraire dans la distribution des retraites. Les pensions de cour étaient toutes condamnées à être supprimées puisque le service auprès du roi ne pouvait plus être rémunéré par la trésorerie nationale. L'Assemblée nationale avait en effet la même année créé une liste civile pour le roi et c'était désormais au roi seul, à travers cette liste civile, de rémunérer comme il l'entendait ses anciens domestiques avec les fonds de cette enveloppe. Quant aux pensions de l'État, c'était toujours au ministre de les proposer, mais désormais, il disposait de critères clairs pour établir la liste des futurs pensionnaires de leurs départements respectifs. Surtout, c'était un vote de l'Assemblée nationale qui ouvrait les crédits pour payer les pensions des fonctionnaires. Ce n'était plus au roi d'en décider. Ce dernier avait perdu une part importante de sa souveraineté. Son lien symbolique avec les serviteurs de l'État était rompu. C'était désormais aux représentants du peuple de récompenser les fonctionnaires avec, pour seule boussole, les critères établis par une loi connue de tous. La guerre, qui débuta en 1792 et les aléas politiques et financiers qui suivirent rendirent difficile la mise en œuvre effective de ce premier texte. Il fallut attendre le milieu du XIXe siècle pour doter les fonctionnaires d'un système de pension plus pérenne. Toujours est-il que la loi du 22 août 1790 avait constitué un moment important dans l'histoire de la fonction publique, en distinguant clairement le service du roi et le service de l'État, et surtout en établissant que l'État devait à ses serviteurs un témoignage de reconnaissance et que c'était à la nation de les payer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît Carré. Je vous propose une première question qui nous est posée via le chat. Les revenus de la reine entraient-ils dans les pensions ? Alors non, en fait si vous voulez, la reine touche ce qu'on appelle un comptant. C'est l'ensemble des membres de la famille royale reçoivent chaque année de la part du Trésor directement ce qu'on appelle un comptant, qui est une somme, une dotation fixe, si vous voulez, qui lui permet d'alimenter ses dépenses, les dépenses de sa cassette. Et sur sa cassette personnelle, la reine a quelques pensions qui ne sont pas énormes, qui concernent un petit nombre de personnes et qui sont gérées par, si je me souviens bien, pas sa première femme de chambre, mais un membre de l'entourage féminin qui fait partie de sa maison. Et la maison de la reine, donc un ensemble de services domestiques au service de la reine, reçoit aussi des sommes qui dépendent finalement du département de la maison du roi. Mais la reine ne reçoit pas de pension. Merci. Alors, une deuxième que je vous lis telle qu'elle est posée. Les pensions sont, si je ne me trompe pas, un système ancien. Comment le problème se manifeste avant le règne de Louis XIV ? Est-ce que ce n'est pas un problème en raison de priorités politiques et budgétaires autres d'un nombre plus réduit de pensionnés ? Alors, c'est en effet la pratique royale qui consiste à distribuer des pensions à ses officiers, à ses serviteurs, à ses domestiques, c'est une pratique qui est médiévale. Et on remarque quand on lit les différentes doléances des États généraux, surtout à partir du XVIe siècle, et même ceux de 1614, qu'il y a souvent des réclamations de la part de la noblesse et du tiers-État
pour diminuer le montant des pensions. Le problème n'est pas tellement une question de montant, c'est plutôt pour le tiers-état, c'est toujours une question de montant, parce qu'on considère que cette dépense qui de toute manière ne profite essentiellement qu'à la noblesse, ne la concerne pas. Mais pour la noblesse, les revendications portent toujours sur la répartition. Et il y a toujours cette accusation régulière, finalement, d'un système qui profite à l'entourage proche du roi et pas à l'ensemble de la noblesse qui pourtant soutient le trône dans le système politique de la monarchie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu précisément à la question. À ce stade, il me semble que oui. Merci. Okay. Alors, une autre question. À combien estime-t-on la valeur d'une livre d'Ancien Régime ? Oui, alors ça c'est une question qui est souvent posée. Alors, on a de la chance au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que la livre tournoie, donc il y a une unité de compte, hein, c'est pas une unité de monnaie métallique, ça se traduit ensuite par des écus, des louis, etc. Elle est plutôt stable, la valeur de la monnaie de compte est stable au XVIIIe siècle, surtout à partir de 1726. Alors une livre c'est 20 sous. Au début de l'année 1789, un pain de 4 livres qui permet donc c'est un gros pain de 2 kilos qui permet de tenir quelques jours, coûte 10 sous, donc une demi-livre, sauf que le prix s'envole au début de l'année, au début du printemps et de l'été 1789 pour aller jusqu'à 20 sous, donc jusqu'à une livre. On considère généralement que le salaire minimum d'un manœuvrier à l'année c'est 320-360 livres par an. Et moi j'utilise souvent la référence donnée par Arthur Young, donc qui voyage en France à la fin des années 1780. C'est un voyageur anglais qui remarque qu'avec 7000 livres par an, on peut vivre avec un manoir en province, des domestiques, un cabriolet, etc. Enfin, tout ce qui permet en gros de vivre bien pour un membre de l'élite. Alors, voilà, c'est un peu des ordres de grandeur. Si vous voulez, c'est toujours difficile de préciser les choses puisque les prix évoluent. Si vous êtes, le loyer n'est pas le même si vous êtes à Paris en province. Enfin, c'est toujours la même histoire. Mais généralement, dans les textes, on considère que 600 livres, c'est ce qu'on appelle des pensions alimentaires. C'est ce qui permet, c'est ce qui permet de se nourrir ou de nourrir et de soutenir un train de vie noble. Ce n'est pas suffisant comme seul revenu, mais en général, les nobles qui touchent ces pensions-là sont évidemment propriétaires. Ils ont des recettes qui sont liées à la fiscalité féodale, à la fiscalité aristocratique. Voilà, donc c'est à peu près ce que je peux dire là-dessus. Et le référentiel, c'est le prix du pain, quoi. Enfin, c'est entre une demi-livre et une livre. Merci. Quelle est la part des pensions dans le budget en 1789 ? Alors ça dépend si on compte en dépenses ou en recettes disponibles, parce que l'écart est assez important. C'est entre 5 et 10%. Donc c'est à la fois peu et beaucoup, puisque ça profite finalement à quelques milliers de personnes sur un royaume qui est beaucoup plus peuplé. Évidemment, on ne réfléchit pas en termes de redistribution à cette époque-là. Et c'est surtout qu'on considère que la somme est très mal répartie. Et c'est ça le scandale, et c'est ça qui pose problème. On sait très bien, et on le soupçonne a fortiori à partir de 1781, quand Necker rend public le montant des pensions. Ça, c'est une rupture importante. On ne se rend pas forcément bien compte de ce que ça veut dire, la publication du compte-rendu au roi par Necker. C'est-à-dire qu'on met des chiffres sur des dépenses de la monarchie, on les rend publics. C'est un véritable succès d'édition. Et le problème, c'est que Necker ne précise pas la répartition de ses pensions. Et il y a un malentendu dans l'opinion publique qui se fait assez vite, c'est-à-dire que dans ces 28 millions de livres de pension, on voit 28 millions de livres pour la cour, alors que plus de la moitié profite
à des militaires, mais ce sont des toutes petites pensions. Donc la cour représente finalement peut-être pas tant que ça au sein de ce montant, mais comme c'est, et ça c'est ce que Léonard Torowski a démontré dans son travail Au cœur du palais, c'est juste une centaine de familles qui détiennent toutes les charges de cour pendant environ entre 1661 et la Révolution française, donc pendant plus d'un siècle. Et c'est cette centaine de familles, alors qu'il y a beaucoup plus de familles nobles que cela en France, et cette centaine de familles ayant accès aux charges de cour, au sein d'une même famille où vous avez à la fois plusieurs personnes qui détiennent plusieurs charges et qui servent dans plusieurs maisons, il y a une logique de cumul comme ça qui fait qu'on sait très bien que c'est cette centaine de familles-là qui reçoit l'essentiel des pensions. Merci. Alors, trois dernières questions avant de nous quitter. Est-ce que certains droits à pension étaient liés à l'achat de charges? Pourquoi est-on passé du terme pension au terme retraite? Et puis, est-ce que les pensions étaient soumises à l'impôt? Alors, sur les charges, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé. Il y a ce qu'on appelle des pensions de charge. Donc, quand les officiers qui achètent une part de fonction publique avec leurs charges, donc ils apportent du capital à l'État, ils apportent du cash pour acheter leurs charges, et ensuite ils sont rémunérés par des gages qui sont un petit peu la rémunération de ce capital. Et certains de ces gages sont intitulés, notamment pour les charges de cour, peuvent être intitulés pensions. Et ces pensions, ce que moi j'ai appelé dans ma thèse des pensions de charge, en fait, ne sont pas considérées comme des pensions de faveur parce qu'elles sont liées à la transaction d'achat de la charge. Ce n'est pas une décision du roi, c'est-à-dire que vous achetez une charge, je sais pas, de premier valet de chambre et automatiquement, là je dis n'importe quoi, mais vous avez comme gage une pension qui est liée à la charge. Vous quittez cette charge, vous perdez cette pension. En revanche, que vous soyez officier titulaire de votre charge ou commissionné, le fait d'avoir servi dans une maison, la perte, le décès d'un prince, la dissolution de la maison, vous fait obtenir des pensions de retraite, même si vous continuez à travailler dans une autre maison. Donc, j'ai pas parlé des pensions de charge, parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui est pas considéré comme des grâces, en fait, ces pensions de charge, mais évidemment, ça existe. Et quand la monarchie décide de supprimer des charges, donc elle doit les rembourser, donc elle rembourse le capital qui a été avancé, mais en dédommagement, on verse des pensions, ce qu'on appelle des pensions de réforme. Et là, ça devient des grâces, parce que c'est une espèce de régime indemnitaire, ce qui fait que beaucoup d'officiers peuvent se retrouver pensionnés. C'est le cas notamment à partir de 1787-1788, où on supprime beaucoup de charges, notamment dans la maison Bouche et dans la maison militaire du roi. Ensuite, il y avait une question sur... Pourquoi on est passé du terme pension au terme oui, retraite? alors en fait, le terme retraite, il est présent dans les demandes de pension, parce que vous avez des pensions qui n'ont rien à voir avec la retraite, qui sont des pensions de pure faveur. Les pensions des princes du sang, ce n'est pas des pensions de retraite, hein, c'est vraiment des pensions de faveur et de soutien au rang. Mais pour la plupart des serviteurs de l'État, donc notamment dans l'administration des bureaux, et même les petits domestiques de Versailles, hein, ceux qui servent jusqu'à l'usure, ils réclament des pensions de retraite déjà. Alors on ne dit pas des retraites, mais on va réclamer une pension de retraite. Parce que le statut, il n'y a pas de droit à la retraite. Enfin, ça n'existe pas en tant que tel. Il y a une volonté de se retirer et d'avoir de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Et en général, on attend quand même que, en tout cas le roi attend que ces domestiques soient vraiment devenus incapables de servir pour leur accorder des pensions. Et il y avait une dernière question qui était... Est-ce que c'était soumis à l'impôt? Est-ce que les pensions étaient soumises à l'impôt? Alors, en fait, si vous voulez, les retenues sont considérées comme des impôts, les retenues sur les pensions. Et ensuite, notamment au milieu du XVIIIe siècle, on soumet en effet les pensions à la retenue du Xe et du XXe, ce qui est facile à mettre en place, puisque comme c'est le Trésor qui paye la plupart, il suffit
voilà, de verser tout de suite. Enfin, c'est de la retenue à la source, en fait, enfin, comme on connaît de nouveau depuis quelques années, qui permet d'imposer directement les pensionnaires. Je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à vous. C'est très éclairant. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous tous. Le prochain Midi Histoire aura lieu le mardi 27 juin et sera consacré à l'occasion de la sortie d'un ouvrage consacré à Jean de Largentais, qui était un inspecteur des finances. Sera consacré à cet ouvrage et avec une présentation de Madame Hélène de Largentais, qui est économiste et qui nous parlera de cet inspecteur des finances non conformiste. Merci beaucoup, bon après-midi.